Rapidement, je dirais donc essentiellement 3 points. Le premier d'abord, c'est le problème sémantique, parce qu'il y a tellement de confusion sémantique entre ce qu'on appelle bon, d'abord, j'ai dit, en tout cas avec les personnes avec lesquelles on a travaillé, que le mot peul n'existe pas dans notre langue. C'est un terme anthropologique qui a été utilisé par les Wolofs et qui leur transmis aux Français dans le premier contact. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion ensuite entre le mot toucouleur, parce que souvent, on entend le mot toucouleur, on fait de confusion entre le mot peul, halpulaar, et foulbé, etc. Je dirais d'abord ce qu'il faut préciser, c'est que le mot toucouleur, c'est une déformation de tekrour. C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, mais j'aurais bien voulu avoir une carte pour que vous ayez une vision territoriale des espaces sur lesquels nous sommes en train de parler. Donc, rapidement, essayons de ne pas faire ces confusions entre les mots toucouleurs, parce que c'est un terme qui est utilisé aussi par certaines populations pour désigner ce qu'on appelle aussi les foules. Autre chose aussi, c'est qu'on a tendance à figer psychologiquement l'esprit du Poulou sur une réalité sociale ou anthropologique, c'est la vache. Dès lors qu'on parle de Poulou, de Fulbé, bon, pour ceux qui ne savent pas, Poulou c'est le singulier et Fulbé le pluriel. On a tendance à faire cette confusion entre Poulou et vache, comme si le Poulou c'est exclusivement la vache. Non, c'est une occupation sociale. La vache, mais le Poulou ne fait pas que l'élevage, le pastoralisme. Et dès lors que quelqu'un est pasteur, on dit que c'est un Poulou. Oui, c'est un Poulou, mais Kogaïna, c'est un pasteur, c'est un éleveur. Mais un Poulou peut ne pas du tout devenir un éleveur ou un pasteur. Et on l'a vu au travers de l'histoire. Bon, je ne m'y étendrai pas, mais ce qu'il faut savoir, chez les Fulbé, il y a des forgerons qui ont joué un rôle extrêmement important. L'un des rois, l'une des monarchies les plus célèbres, Diaogo, au XIe siècle, mais il était réputé par sa connaissance, sa compétence sur la forge et les forgerons. Et la monarchie était étendue jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la région d'Agchou-Jatar. Et ça, ils étaient extrêmement puissants, parce qu'à l'époque, ce sont les forgerons qui avaient la puissance et qui cette puissance leur permettait d'imposer leur pouvoir, de régner. Mais il y a aussi les Maboubés et les tisserands. Il y a les Waïloubés. Donc, il y a les forgerons, il y a les tisserands, il y a les boisseliers, il y a les pêcheurs. Parce que si on fait des recherches sur la langue du Pulaar et la maîtrise et la richesse de cette langue dans la pratique de la pêche, on voit que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on l'a vu, si on avait la carte, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Adrar, le nord de la Mauritanie, la Saba, il y a des traces de pratique de la pêche, parce que par la toponymie, on voit qu'à l'époque, c'est pour pratiquer une grande activité de pêche, et cette pratique existait encore jusqu'à il y a à peu près quelques siècles. Et c'est un vieux Maure qui me l'avait dit en 1980 à Atar. Il m'a dit oui, ils pêchaient ici, mais aussi, ils étaient des éleveurs, mais ils pêchaient ici parce que ces régions-là étaient en tout cas remplies d'étangs où ils pratiquaient la pêche. Bon. Donc, ne voyons pas, comme on l'a vu dans le film, le Poulou, c'est exclusivement l'éleveur ou la vache. Non. Et ça, au travers de l'histoire, on le voit. Autre chose aussi que je voulais faire savoir, c'est que les Fulbé sont très étendus dans 18 pays aujourd'hui en Afrique. De la Mauritanie, du Mali, du Sénégal, de la Gambie,
la Guinée-Bissau, Sierra Leone, le Nigeria, le Niger, la République centrafricaine, le Cameroun, le Soudan, le Tchad, un peu en Éthiopie. Bon, il y a une histoire qui explique cela. Bon, ça c'est actuellement, mais on l'a vu dans les peintures rupestres, que ce soit à la frontière entre la Libye, dans le Tassir Majeur, entre la Libye et l'Algérie, ou bien même, et ce qui est paradoxal, en 1979, il y a eu des travaux à Nouakchott, on a trouvé des peintures rupestres ou bien des fouilles archéologiques, de la poterie, mais pour des raisons idéologiques, politiques, le gouvernement mauritanien détruisait systématiquement pour laisser toute trace, enlever toute trace. Hein. Comme il le disait, il voulait construire une Mauritanie dans laquelle, avant l'arrivée des Arabes, il n'y a aucune présence humaine. Hein. Ce sont les théories qui continuent jusqu'à présent. Mais on trouve quand même des traces. Bon, maintenant, je suis en relation avec un archéologue qui s'appelle Dem, qui avait même demandé à faire des recherches dans ce qu'on appelle le centre de la Mauritanie, mais le gouvernement mauritanien refuse systématiquement toute recherche dans ce domaine, pour des raisons purement idéologiques. Alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est un travail en tant qu'archéologue. Bon, ce qui fait que toutes ces régions-là sont occupées par des Fulbés. Mais pourquoi? Bon, on a vu tout de suite dans le film les peintures rupestres dans ces régions-là. Mais comment se fait-il que les populations n'habitent plus ces régions et sont descendues plus au sud? Bon, ce qui fait que ce qui alimente aujourd'hui plusieurs thèses sur les origines des Fulbés. Je ne m'y attarderai pas parce que c'est comme si on demandait aujourd'hui sur les origines des Français. Ça fait l'objet de beaucoup de débats. Et sur les origines des Fulbés aussi, je ne m'y attarderai pas. Mais ce qu'on a constaté quand même, sans l'absence de l'archéologie, sans l'absence d'autres documents écrits, à partir de la langue, à partir de certaines pratiques, vous avez vu les femmes avec leurs tresses, c'est ce qu'on retrouve en Égypte ancienne depuis l'époque pharaonique. Ce sont les pratiques. Et la langue aussi, par des noms de famille, des pratiques autres. Bon, de plus en plus, il y a aussi la toponymie. Tout ceci permet de voir qu'il y a eu certainement des migrations de population. Et quelles sont les raisons? Il y a certainement le climat, l'évolution du climat. Même nous, moi j'ai 68 ans, mais j'ai eu l'occasion de voir une forte évolution du climat depuis les années 50 jusqu'à présent. Et quand on parle de nos ancêtres aussi, c'était la même chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une évolution qui a été une conséquence de l'occupation de l'espace par ces populations. Parce que ces populations pratiquent la pêche, pratiquent l'agriculture et pratiquent l'élevage. Et à cause du climat, de l'évolution du climat, ces populations sont obligées de se déplacer. Mais autre raison aussi, c'est que à partir de l'arrivée de l'islam en Afrique, donc dès le 10e, 11e siècle, on constate des conflits de population. Ce qui fait qu'à partir du 11e siècle, on voit de plus en plus de fortes mobilités des populations, de fortes mobilités. Ce qui fait que on peut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui le Massina, des populations qui descendaient dans ces régions pour pouvoir se protéger et protéger en tout cas toutes les populations qui étaient victimes de ce qu'on pourrait appeler des agressions. Et ce que nous avons constaté, c'est que ce qui fait que ces populations s'installent de plus en plus dans les bassins du fleuve Sénégal et du Niger et de plus en plus vers le sud pour pouvoir bénéficier de protections beaucoup plus importantes contre ces mouvements. Et dernier point sur lequel, deux autres points sur lesquels il faut insister pour comprendre les raisons pour lesquelles il y a cette évolution, c'est les mouvements, ce qu'on pourrait appeler les mouvements islamistes. Bon, on peut parler non seulement des Fulbés, mais aussi des Mossi ou autres ont été victimes de ce qu'on appelle les mouvements des Mandés, de l'Empire Mandé, que ce soit Mansa Suleiman, Mohamed Silla et autres qui ont organisé ces actions et qui ont mobilisé des populations qui ont été obligées de descendre beaucoup plus au sud. Il y a cet aspect. Autre aspect aussi, c'est que c'est le colonialisme européen. Et ce colonialisme européen a fait qu'aujourd'hui, avec cette mobilité, les populations sont réparties dans différents pays. Et autre chose qu'il faut constater aussi, bon, dans certaines régions,
dès qu'on voit quelqu'un, ah, c'est un Peul. Oh non, non, il n'est pas Peul, il est noir, oui, ceci, c'est cela. Mais le Poul, il est du plus noir au plus blanc. Moi, j'ai rencontré, dans le cadre de mes recherches, des personnes. Bon, je prends l'exemple de mon frère qui me disait une fois, lorsqu'il est venu pour la première fois en 1933 dans notre village, il est allé voir notre grand-mère et quand il a vu, non, 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 il a fui, ils ont fui, il Moresque. On dit non, 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 mon père m'a dit non, non, c'est ma mère. Et on voit dans d'autres régions, on rencontre des gens qui ont de teint qui ici sur le blanc, des foules. Mais dans d'autres régions, du plus noir. Et pourquoi cela? Ce qui fait que le Poul, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est très clair, non. C'est du plus blanc au plus noir. Et qu'est-ce qui explique ce métissage? C'est parce que, contrairement bien sûr à ce que disent certains historiens ou bien certains administrateurs de l'époque coloniale française, que les Juifs, les Fulbés, certains d'origine gauloise, ou d'origine tzigane, ou d'origine chinoise, etc. Ça, il y a eu beaucoup de théories là-dessus, mais tout ça, c'est démenti. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que c'est un peuple qui est très métissé, biologiquement très métissé, et pour les raisons, c'est que ce sont des populations qui sont très métissées avec des populations dites berbères blanches, berbères, que ce soit des berbères, ou même d'autres populations, berbères, juives, etc. Bon, on parle de Koli Tengela. Koli Tengela, c'est quelqu'un qui avait eu une idée de créer un empire Fulbé au XVIe siècle, qui regroupe aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie, une partie du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Conakry et du Mali. Bon, il avait commencé à le faire, mais il n'a pas réussi. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand il est venu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Fouta Toro, il est venu avec des populations blanches. Et parmi ces populations blanches, il y avait beaucoup de populations juives. Donc, dans les traditions, ne soyons pas surpris de trouver beaucoup de pratiques traditionnelles qui sont issues d'autres peuples. Et ça, donc, il faut bien le savoir, c'est un peuple extrêmement métissé. Et autre chose aussi, c'est que vous irez chez les Wolofs, vous irez chez les Mandins, vous irez chez les Sérères, vous irez chez les Soussous, vous irez chez les Haoussa, vous trouverez que les Fulbés aussi ont pris dans ces cultures pour les intégrer dans leur propre culture. Autre chose aussi, c'est que l'islam a joué un rôle extrêmement important dans l'expansion des Fulbés dans l'Afrique. Si vous allez au Soudan aujourd'hui, ou si vous allez en Éthiopie, vous trouverez des Fulbés qui sont installés là-bas au XVIIIe, XIXe siècle à cause de l'expansion de l'islam. Donc, premièrement, un peuple très métissé. Ne soyez pas surpris. Contrairement à ce que certains disent, oh non, vous n'êtes pas entre guillemets un peuple parce que vous êtes noir. Ça n'a rien à voir avec la réalité historique, biologique et historique. Et autre chose ici. Pour terminer, la langue aussi, c'est une langue qui est très enrichie parce qu'il y a le parler dialectal. Moi, en tout cas, j'ai eu l'occasion de visiter seulement quelques pays où se trouvent les Fulbés. Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Gambie. Mais là où on va, on trouve des parlers dialectaux. Et ces parlers dialectaux prouvent tout simplement que c'est une langue qui s'est enrichie en contact avec d'autres peuples. Je termine là parce que je suis été un peu long, mais c'était tout simplement pour faire cette mise au début. Les Fulbés sont très métissés biologiquement. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Sall. Alors, j'accueille exceptionnellement